À l'aube du 16 août 2025, près des Canaries, 57 camions sont stoppés net par une patrouille burkinabé. Sous des sacs d'aide humanitaire, les forces découvrent un arsenal complet, des fusils d'assaut aux missiles, signal d'une opération transnationale conçue pour provoquer un basculement politique. Alors, que change pour vous la décision d'Ibrahim Traoré d'exposer ses armes au grand jour plutôt que de taire l'enquête? Derrière ces chiffres glacés, l'avenir du Burkina Faso se joue entre souveraineté, sécurité, économie et un Sahel dont l'équilibre retient son souffle collectif, fragile aujourd'hui. Ce qui suit n'est pas le récit d'une saisie spectaculaire de plus, mais une lecture structurée d'un moment charnière pour un État confronté à une menace existentielle. En dix mots, l'enjeu est clair. Comprendre comment une guerre programmée a failli s'imposer sans déclaration officielle. L'exposition publique de l'arsenal ne répond pas seulement à une exigence de transparence. Elle modifie la relation entre pouvoir, institutions et population. En rendant visibles des preuves habituellement confinées aux rapports classifiés, les autorités déplacent le centre de gravité du débat. Il ne s'agit plus de croire ou de douter, mais d'examiner des faits vérifiables. Cette bascule engage des conséquences politiques immédiates, mais aussi des répercussions économiques et sociales à moyen terme. Pour l'État, le risque est double. Assumer l'ampleur d'une menace révélée, tout en s'exposant aux pressions extérieures que cette révélation peut déclencher. Pour les citoyens, l'enjeu est tout aussi direct. Savoir si cette crise marque un épisode isolé ou le symptôme d'un affrontement plus large, qui les concerne désormais personnellement. La question centrale reste suspendue. Jusqu'où cette affaire redéfinit-elle le rapport du pays à sa propre souveraineté? En moins de 48 heures, les enquêteurs établissent que les 57 camions interceptés ne représentent qu'une fraction d'un dispositif bien plus vaste. Une première estimation financière, proche de 700 millions de dollars, révèle que la cargaison stoppée n'était qu'une façade destinée à masquer une architecture logistique transnationale. Ce chiffre agit comme un révélateur. Il indique qu'aucune opération opportuniste ne peut mobiliser de tels volumes sans coordination, financement structuré et relais multiples. Très vite, l'enquête dépasse la simple question de la contrebande. Elle touche à la stabilité même de l'État burkinabé. Les premiers inventaires confirment l'ampleur de l'arsenal saisi. Dizaines de milliers de fusils, millions de cartouches, explosifs et systèmes anti-aériens. Autant d'éléments incompatibles avec une action isolée. À mesure que les informations remontent, une chaîne de causalité se dessine. L'interception nocturne déclenche l'ouverture d'une enquête élargie, puis la mobilisation simultanée de cellules spécialisées. Traçage financier, analyse balistique, cartographie des routes logistiques. Chaque détail compte, car chaque détail peut relier le terrain burkinabé à des zones de conflit actives hors du Sahel. Les numéros de série partielle retrouvés sur certaines armes orientent rapidement les analyses vers des stocks issus de la Libye, du Yémen et de productions encore actives en Europe de l'Est. Dans ce contexte, la décision d'Ibrahim Traoré de convoquer le Conseil national de sécurité marque un tournant. Le dossier change de statut. D'une saisie frontalière, il devient une affaire de souveraineté. Autour de la table, responsables militaires et civils comprennent que les implications dépassent largement les frontières nationales et engagent des intérêts régionaux, voire extérieurs. Le public, confronté à ces éléments, perçoit alors une réalité plus large. Ce qui a été stoppé près des Canaries n'est pas seulement un convoi, mais le premier maillon visible d'un mécanisme conçu pour produire un basculement politique. La question initiale trouve ici sa première réponse. La menace n'était ni hypothétique ni lointaine, elle était déjà en mouvement. Au cœur de cette mécanique complexe, un nom émerge comme point d'ancrage narratif. Le capitaine Musa Kaboré. Officier de terrain, sans exposition médiatique particulière, il incarne le déclencheur d'un enchaînement aux conséquences nationales. Lors d'une patrouille nocturne près des Canaries,
il remarque un convoi avançant phares éteints, en rupture avec les usages locaux. Ce détail, presque banal, devient décisif. Son signalement immédiat enclenche l'interception qui révélera l'arsenal dissimulé. Autour de lui, une constellation d'acteurs s'active rapidement. Agents du renseignement, techniciens balistiques et logisticiens militaires travaillent sous contraintes temporelles extrêmes. Certains parcourent des centaines de kilomètres pour vérifier une piste, d'autres croisent des données financières fragmentées afin d'identifier les premiers relais. Dans cette phase initiale, l'enquête progresse par micro-décisions, chacune capable de faire basculer l'analyse. Les effets se font sentir sans délai sur l'appareil institutionnel. Des services jusque-là cloisonnés commencent à fonctionner en symbiose. Les flux d'informations s'accélèrent, les rapports convergent et un tableau cohérent se dessine. Cette coordination renforcée met aussi en lumière des fragilités structurelles, complicité locale, failles de surveillance frontalière, vulnérabilité face à une future guerre informationnelle. Pour le pouvoir politique, et notamment pour Ibrahim Traoré, cette phase précoce produit un premier impact tangible, la certitude que l'alerte d'un seul officier a permis d'enrayer une dynamique potentiellement irréversible. L'affaire cesse d'être abstraite. Elle devient une démonstration concrète que la vigilance individuelle peut infléchir le destin collectif d'un État. Tout commence par une activation brutale. Dans la nuit du 16 août 2025, l'interception des 57 camions près des Canaris impose une réaction immédiate. Sécurisation du périmètre, arrestation des conducteurs, inventaire d'urgence, sous protection armée. Les premières heures sont dominées par des gestes rapides et précis, dictés par une seule priorité: empêcher toute dispersion du matériel. Très vite, les sacs d'aide humanitaire éventrés laissent apparaître une réalité sans équivoque. Ce n'est pas chargement marginal, mais un dispositif pensé pour durer. Le basculement intervient dès le deuxième jour. Les premiers recoupements révèlent des routes détournées, des entrepôts intermédiaires et des documents de transport falsifiés. Les analystes comprennent que la saisie n'est qu'un point d'entrée. Les numéros de série partiels, patiemment relevés, orientent les équipes vers plusieurs théâtres de guerre actifs. Cette convergence géographique exclut l'hypothèse d'un hasard logistique. À ce stade, l'affaire change d'échelle. Elle n'implique plus seulement des trafiquants, mais des réseaux capables de coordonner des flux internationaux. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré prend une décision structurante. En convoquant le Conseil national de sécurité, il transforme l'enquête opérationnelle en dossier stratégique. Autour de la table, militaires et ministres découvrent l'ampleur exacte de l'arsenal. Dizaines de milliers de fusils, millions de munitions, explosifs et systèmes anti-aériens. L'atmosphère se tend, le constat est partagé. Un tel volume ne peut servir qu'à des actions simultanées, planifiées et politiquement orientées. La dynamique s'accélère encore lorsqu'un premier suspect, placé sous pression, brise le silence. Il évoque l'existence d'entrepôts secrets à Ouagadougou, destinés à recevoir la cargaison après son passage frontalier. Cette révélation agit comme un déclencheur. Les forces spéciales préparent une opération coordonnée, tandis que les cellules de traçage financier et de cartographie logistique travaillent désormais en parallèle. Chaque heure compte, car chaque retard augmente le risque de destruction de preuves. La résonance se manifeste à l'aube du 5e jour. À 6 heures précises, une série de perquisitions simultanées est lancée dans la capitale. En moins de 4 heures, Querétaro, plusieurs caches sont découvertes, contenant armes, grenades et équipements de communication militaire. Les documents saisis relient les entrepôts à des acteurs influents, anciens responsables politiques, officiers retraités, hommes d'affaires et intermédiaires diplomatiques. L'enquête franchit un seuil symbolique. Elle ne concerne plus seulement des armes, mais une architecture de pouvoir clandestine. À ce stade, la succession des faits dessine une trajectoire claire. Activation par l'interception, basculement par la preuve accumulée, puis résonance nationale à travers les opérations coordonnées.
Ce qui apparaissait comme un convoi suspect devient la démonstration d'un projet conçu pour produire un choc systémique. La question initiale se reformule alors avec acuité. Si cette chaîne n'avait pas été brisée à son premier maillon, combien d'autres événements auraient suivi? Le point de départ quantitatif de l'enquête repose sur un inventaire brut, ce qui a été physiquement intercepté près des Canaries. À ce stade initial, les services disposent d'un volume concret mais encore incomplet, correspondant uniquement à la cargaison stoppée. Très vite, la comparaison avec des bases de données régionales et internationales fait apparaître un écart déterminant. Le convoi saisi ne constitue pas le total du dispositif, mais une portion mesurable d'un ensemble plus large, déjà partiellement engagé ailleurs. Le premier indicateur structurant concerne les 25 000 fusils d'assaut recensés lors de l'inventaire. Pris isolément, ce nombre est déjà significatif. Rapporté aux standards militaires régionaux, il correspond à l'équipement complet de plusieurs unités organisées, et non à une force irrégulière improvisée. Cette donnée modifie immédiatement la lecture de la menace. Il ne s'agit plus d'armer des groupes dispersés, mais de préparer des actions coordonnées nécessitant discipline, commandement et logistique continue. Le delta apparaît ici clairement entre une hypothèse de trafic opportuniste et celle d'une préparation militaire planifiée. Le deuxième chiffre clé, c'est celui des 13 millions de cartouches associées à ces armes. Ce volume dépasse largement les besoins d'une opération ponctuelle. Il implique une capacité de combat prolongée, pensée pour durer dans le temps. Les analystes soulignent que de telles quantités supposent non seulement des flux financiers réguliers, mais aussi des infrastructures de stockage, de transport et de redistribution sécurisées. Le passage du simple armement à la soutenabilité opérationnelle constitue un second basculement analytique. Le troisième élément quantifié concerne la valeur financière globale du dispositif. Les estimations consolidées convergent vers un montant proche de 700 millions de dollars. Ce chiffre agit comme un révélateur stratégique. Il place l'opération au niveau des entreprises clandestines les plus coûteuses observées dans la région au cours de la dernière décennie. Surtout, il met en évidence un delta entre les fonds déjà engagés et la valeur totale projetée, indiquant que la saisie n'a interrompu qu'une étape intermédiaire d'un calendrier encore plus ambitieux. À partir de ces trois données, les équipes mandatées par Ibrahim Traoré appliquent une méthodologie médico-légale rigoureuse. Les numéros de série, parfois volontairement altérés, sont restaurés grâce à des techniques d'analyse métallographique utilisées dans d'autres conflits récents. Les résultats confirment une stratification géographique cohérente. Certaines armes proviennent de stocks libyens reconstitués. D'autres ont transité par des circuits liés au Yémen, tandis que plusieurs lots correspondent à des productions européennes toujours actives. Cette diversité n'est pas un signe de dispersion, mais de centralisation. Elle révèle une capacité à agréger des sources multiples dans un schéma unique. En parallèle, les flux financiers se sont disséqués. Les transferts identifiés sur plusieurs mois dessinent une architecture fractionnée, conçue pour échapper aux contrôles ordinaires, tout en maintenant une régularité suffisante pour soutenir l'opération. Ce contraste entre discrétion apparente et cohérence structurelle renforce la lecture d'un projet piloté à haut niveau, dialogue à haut niveau. Pris ensemble, ces chiffres ne racontent pas seulement une accumulation de moyens, ils traduisent une intention mesurable, pensée en termes de durée, d'intensité et d'impact politique. La bascule est nette. Ce qui relevait d'une saisie spectaculaire devient la preuve chiffrée d'un plan structuré, dont l'interruption a modifié une trajectoire déjà engagée. Deux critiques structurées émergent rapidement pour relativiser la portée des révélations. La première avance l'hypothèse d'une mise en scène politique destinée à consolider le pouvoir en place. Selon cette lecture, l'exposition publique de l'arsenal relèverait d'une stratégie de communication, amplifiant un épisode de contrebande afin de détourner l'attention des difficultés économiques et sociales. Le marché noir des armes étant ancien dans le Sahel, la présence d'équipements étrangers ne suffirait pas, à elle seule,
a prouvé l'existence d'un complot coordonné. La seconde objection se veut plus technique. Elle soutient que la fragmentation des cargaisons et la diversité des origines géographiques ne démontrent pas nécessairement une coordination centrale. Des flux issus de la Libye, du Yémen ou d'Europe de l'Est pourraient converger par opportunisme, sans plan unifié. Dans cette perspective, l'interception des 57 camions serait le produit d'un enchevêtrement de réseaux distincts et non l'indice d'une architecture globale visant un basculement politique. Ces arguments méritent un net examen, car ils posent donc des questions légitimes sur l'interprétation des faits. Toutefois, leur solidité s'érode à mesure que l'on confronte hypothèses et éléments vérifiés. Les analyses balistiques montrent que plusieurs armes interceptées avaient déjà servi sur d'autres théâtres de conflit avant d'être reconditionnées. Cette continuité d'usage exclut l'idée d'une convergence fortuite de lots indépendants. Elle indique une circulation maîtrisée, avec des points de collecte, de redistribution et de recyclage clairement identifiables. Les communications interceptées apportent un second niveau de réfutation. Elles révèlent des échanges réguliers entre intermédiaires financiers et acteurs disposant de couverture diplomatique ou paradiplomatique. Ce maillage relationnel dépasse largement les capacités de réseaux opportunistes, agissant sans coordination centrale. À cela s'ajoutent les documents saisis lors des perquisitions, qui montrent des transferts fractionnés, des sociétés, écrans et des fondations fictives opérant selon un calendrier commun. Enfin, la validation indépendante joue un rôle décisif. Des organismes internationaux confirment les liens entre les cargaisons saisies et un réseau actif opérant depuis la Méditerranée. Cette corroboration extérieure réduit considérablement la plausibilité d'une mise en scène strictement interne ou d'un simple hasard logistique. Ainsi, loin d'affaiblir le dossier, la confrontation méthodique des critiques et des preuves en renforce la cohérence. La cohérence. Le débat ne porte plus sur l'existence d'un projet structuré, mais sur son ampleur exacte et ses ramifications. C'est précisément à ce stade que l'analyse gagne en solidité, lorsque les objections cessent d'être des alternatives crédibles et deviennent des tests que les faits franchissent. Et puis, progressivement, les masques tombent. Au 7e jour de l'enquête, le dossier change brutalement de nature lorsque Ibrahim Traoré choisit de rendre public des documents jusqu'alors réservés au cercle restreint des analystes. Parmi eux figure un élément à forte portée symbolique, la composition détaillée d'un gouvernement fictif, rédigé à l'avance par les conspirateurs. Ce document administratif, en apparence banal, agit comme un révélateur décisif. Il transforme une accumulation de preuves matérielles en démonstration politique tangible. Dans la salle de presse, la réaction est immédiate. Les journalistes découvrent des noms associés à des réseaux économiques, diplomatiques et commerciaux étrangers. Certains acteurs cités démentent aussitôt toute implication, mais l'effet intérieur est déjà produit. Pour la première fois, l'opinion publique ne fait plus face à une menace abstraite ou hypothétique, mais à la matérialisation d'un futur institutionnel préparé sans consentement national. Ce moment marque un déplacement du regard collectif. L'enquête cesse d'être perçue comme une opération sécuritaire pour devenir une affaire de souveraineté. La question n'est plus de savoir si une déstabilisation était envisagée, mais jusqu'où elle avait été planifiée. Les débats quittent les cercles spécialisés et s'installent dans l'espace public, où l'idée d'une reconfiguration du pouvoir imposé de l'extérieur s'impose progressivement. Ce point médian agit comme un levier narratif et politique. En exposant ces documents, Ibrahim Traoré modifie l'équation. La transparence n'est plus un risque calculé, mais un instrument pour reprendre l'initiative face aux zones d'ombre. À partir de cet instant, l'enquête ne révèle plus seulement ce qui a été empêché, elle redéfinit ce que le pays refuse désormais d'accepter. Les répercussions de l'affaire se déploient sur plusieurs niveaux distincts, révélant comment une interception frontalière a reconfiguré l'équilibre du pays. Pour l'État, l'impact est immédiat et structurel. Les autorités réorganisent les dispositifs de sécurité sur l'ensemble du territoire,
avec un redéploiement d'unités dans les zones sensibles et un renforcement des contrôles frontaliers. Les services, jusque-là fragmentés, adoptent des procédures communes et accélèrent le partage d'informations. Cette coordination accrue permet de neutraliser plusieurs filières dormantes et d'anticiper des menaces qui, auparavant, échappaient au radar institutionnel. Dans ce contexte, la posture assumée par Ibrahim Traoré donne une direction claire. Transformer une crise évitée en capacité durable de prévention. Pour le tissu économique, les effets sont plus ambivalents. À court terme, l'exposition publique des documents et des réseaux impliqués suscite des tensions avec certains partenaires extérieurs. Des menaces de sanctions et des signaux d'alerte sur les marchés provoquent une volatilité accrue, affectant les importations et la monnaie locale. Mais cette phase d'incertitude est rapidement contrebalancée par un mouvement de réalignement. De nouveaux partenaires proposent des coopérations axées sur la sécurité, l'énergie et certaines industries de base. Ce repositionnement ne supprime pas les risques, mais il ouvre des alternatives qui réduisent la dépendance à des circuits conditionnés. L'économie ne sort pas indemne de la crise, mais elle amorce une recomposition stratégique. Du point de vue de la population, l'impact était d'abord psychologique, puis social. Dans les villes, la révélation de l'ampleur du projet déjoué modifie la perception de la sécurité quotidienne. Les discussions quittent le registre abstrait pour se concentrer sur un constat simple. Une déstabilisation majeure a été évitée de justesse. Cette prise de conscience nourrit un sentiment de vigilance collective. Dans les écoles et les quartiers, l'affaire devient un support de débat sur la souveraineté et le rôle de chacun dans la préservation de la stabilité. Des initiatives locales émergent, portées par des associations et des médias communautaires, qui cherchent à traduire cette expérience en apprentissage civique. À l'échelle régionale, les conséquences dépassent largement les frontières nationales. Les pays voisins renforcent à leur tour la surveillance de leurs corridors commerciaux et sécuritaires, souvent en coordination avec Ouagadougou. Des réseaux de contrebande sont démantelés grâce aux informations partagées, et les échanges diplomatiques s'intensifient autour d'un objectif commun: limiter les ingérences et les circulations clandestines d'armes. Cette dynamique contribue à un alignement régional plus affirmé, même si elle suscite des inquiétudes dans certaines chancelleries extérieures. Pris ensemble, ces effets dessinent un tableau contrasté mais cohérent. L'affaire ne produit pas une stabilité automatique, ni une rupture définitive avec les vulnérabilités structurelles. Elle crée en revanche un précédent. En assumant publiquement les preuves et les choix opérés, notamment sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays transforme une interception en signal politique. Ce signal indique que la souveraineté ne se mesure pas seulement à l'absence de crise, mais à la capacité de répondre collectivement lorsqu'une ligne critique est franchie. À partir des éléments établis et des réactions déjà observées, 3 trajectoires cohérentes se dessinent pour les mois à venir. Elles ne préjugent pas de probabilité, mais offrent des cadres de lecture permettant d'anticiper les effets des décisions collectives prises après la crise. La trajectoire de base repose sur une stabilisation progressive. Les procédures judiciaires avancent à un rythme maîtrisé, appuyé par les documents saisis et les expertises techniques déjà consolidées. Les institutions, renforcées par la coordination née de l'enquête, maintiennent un niveau élevé de vigilance. Sur le plan économique, après une phase de turbulence liée aux tensions diplomatiques initiales, un point d'équilibre se rétablit. Les échanges reprennent sous conditions plus strictes, et les nouveaux partenariats sécuritaires trouvent une traduction opérationnelle. Cette trajectoire n'efface pas les fragilités structurelles, mais elle réduit la probabilité d'un choc immédiat comparable à celui évité. La trajectoire optimiste envisage une transformation plus profonde. La crise devient alors un levier stratégique. Une partie du matériel saisi est symboliquement transformée par la fonte et la reconversion en projets visibles à forte valeur sociale, comme des infrastructures éducatives ou sanitaires.
Ce geste modifie la perception collective de l'événement. L'opération sécuritaire se mue en projet de reconstruction. Dans cette dynamique, la coopération régionale se consolide, non seulement autour du contrôle des flux clandestins, mais aussi autour d'initiatives économiques communes. Le pays s'inscrit dans un modèle de souveraineté active, capable de convertir une menace en opportunité de réforme institutionnelle et sociale. La trajectoire pessimiste, enfin, repose sur une intensification des pressions extérieures. Certains acteurs mis en cause par les révélations multiplient les leviers indirects. Sanctions prolongées, campagnes de désinformation, soutien discret à des réseaux alternatifs. L'économie subit alors une tension durable et la cohésion intérieure est mise à l'épreuve par la fatigue sociale. Des tentatives de déstabilisation périphérique peuvent réapparaître, non par des convois massifs, mais par des actions fragmentées. Toutefois, même dans ce scénario, un élément nouveau limite les marges de manœuvre hostiles, la vigilance acquise. Les protocoles renforcés et l'attention accrue de la population réduisent que la possibilité d'un effet de surprise comparable. À travers ces trois trajectoires, une même question structure l'analyse. La capacité d'un État à transformer une crise évitée en orientation durable dépend moins de l'événement initial que de la constance des choix qui suivent. C'est dans cette continuité, plus que dans l'urgence, que se joue l'équilibre des mois à venir. Au-delà des institutions et des équilibres diplomatiques, cette affaire touche directement des groupes sociaux dont les préoccupations quotidiennes semblaient, jusque-là, éloignées des cercles décisionnels. Pour les familles vivant dans les grandes villes, l'interception des convois n'est plus perçue comme un épisode sécuritaire abstrait. Elle devient la preuve tangible qu'une déstabilisation majeure a été évitée de peu. Les marchés, les écoles et les quartiers populaires se transforment en espaces de discussion où l'on tente de comprendre ce qui aurait pu advenir si la chaîne des événements n'avait pas été brisée à temps. Chez les jeunes, l'impact prend une forme particulière. Dans les lycées et les universités, l'affaire s'est mobilisée comme support de réflexion sur la souveraineté et la responsabilité collective. Des enseignants utilisent donc les éléments rendus publics pour illustrer comment des décisions prises dans l'ombre peuvent façonner l'avenir d'un pays. Cette appropriation pédagogique nourrit une dynamique nouvelle. Associations étudiantes, radios communautaires et cercles de débat se multiplient autour des thèmes de la sécurité, de l'autonomie et du rôle citoyen. L'événement cesse d'être seulement subi, il devient matière à engagement. Pour les anciens militaires et les vétérans, la résonance est différente. Beaucoup ont traversé des décennies marquées par des promesses de stabilité souvent déçues et par des ingérences répétées. L'opération déjouée, puis assumée publiquement, réactive chez eux un sentiment de reconnaissance morale. Elle valide l'idée que l'expérience et la vigilance accumulées n'étaient pas vaines et qu'un État peut encore reprendre l'initiative face à des menaces complexes. Dans les zones rurales, enfin, l'affaire rappelle que la sécurité nationale dépend aussi de gestes discrets. La surveillance des axes, le partage d'informations et la coopération avec les forces locales prennent une signification renouvelée. Ces communautés, souvent éloignées des centres de pouvoir, perçoivent désormais leur rôle comme un maillon essentiel d'un effort collectif plus large. Ainsi, l'impact humain de la crise dépasse la peur initiale. Il redéfinit les liens entre citoyens, institutions et territoires, en ancrant la souveraineté dans des pratiques quotidiennes plutôt que dans des discours abstraits. Pour transformer une interception décisive en stabilité durable, les autorités définissent une feuille de route structurée en étapes successives, chacune associée à des responsabilités claires et à des indicateurs mesurables. La première priorité concerne la sécurisation des frontières. Un dispositif combinant surveillance technologique, unité mixte et participation communautaire est renforcé. L'objectif est précis: détecter plus tôt, intervenir plus vite et réduire la capacité de reconstitution des réseaux clandestins. L'efficacité se mesure par la diminution des incursions et par le temps de traitement des alertes.
La deuxième étape porte sur la gestion du matériel saisi. Une partie est intégrée aux capacités nationales selon des protocoles transparents, l'autre est neutralisée par des procédés contrôlés. Cette dualité vise à éviter toute réinjection non maîtrisée tout en renforçant la dissuasion interne. Les opérations sont documentées et auditées afin d'écarter les soupçons et de consolider la confiance publique. Le troisième levier concerne la traçabilité financière. Les flux identifiés durant l'enquête sont suivis jusqu'à leur ramification finale. Des mécanismes de contrôle sont instaurés pour s'assurer que les fonds récupérés ou réaffectés servent des priorités publiques clairement identifiées, notamment l'éducation, et la santé. La réussite se juge à la régularité des publications budgétaires et à la lisibilité des comptes. La quatrième étape est diplomatique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays privilégie des partenariats régionaux axés sur la sécurité collective et la coopération opérationnelle, plutôt que sur des dépendances conditionnées. Le critère central n'est pas l'annonce d'alliances, mais leur continuité dans le temps et leur capacité à produire des résultats concrets. Enfin, la communication constitue un levier transversal. Informer avant que les rumeurs ne circulent devient une règle stratégique. Des points réguliers, fondés sur des faits vérifiables, visent à couper court à la désinformation et à maintenir un lien de confiance entre institutions et citoyens.